Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de cette journée. Un nouvel éclairage en début de cette édition sur l'un des axes principaux abordés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours samedi dernier à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte. Discours royal qui a notamment souligné la force et la pertinence de la position du Maroc sur la question de son Sahara et de son intégrité territoriale. Les masques de protection contre le Covid-19 coulés sur le marché local, plusieurs tests de leur fiabilité sont effectués et c'est au laboratoire du Centre technique de plasturgie et de caoutchouc de Casablanca que notre équipe s'est rendue pour suivre les différentes étapes de l'homologation des masques. L'intolérance au gluten, une maladie intestinale chronique, les symptômes sont nombreux. Alors quelles sont les personnes à risque? Comment prévenir l'intolérance au gluten? Quels sont les traitements? Réponse dans ce journal. Nous vous proposons ce soir un nouvel éclairage sur l'un des axes majeurs abordés par le discours royal de samedi dernier à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, discours royal qui a notamment souligné la force et la pertinence de la position du Maroc sur la question de son Sahara et de son intégrité territoriale. Mohamed Eitleshkan. À New York, tout d'abord, les victoires diplomatiques du royaume sont palpables, fruit de la politique royale lucide. Aujourd'hui, 163 pays représentant 85% des États membres de l'ONU ne reconnaissent pas l'entité factice. Le Maroc est fort dans son droit. Au plan continental ensuite, force est de constater l'impact durablement bénéfique du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, où la diplomatie du royaume fait face avec succès aux manœuvres des partis adverses, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Et enfin, sur le terrain, l'ouverture de consulats généraux de plusieurs pays dans les villes de l'Aïn et de Dakhla est un acte de reconnaissance manifeste de la marocanité du Sahara. Un acte également de confiance à l'égard du climat de sécurité et de prospérité dont jouit cette partie intégrante du territoire national. C'est un acte de souveraineté parce que c'est les pays qui décident. Aujourd'hui, on choisit à qui on veut être amis, mais nous, on ne choisit pas notre frère. Parce que on ne choisit pas un frère. On est né avec. Nous, on est né avec le Maroc. Et là, nous avons continué justement à montrer cette fraternité. Et c'est la raison pour laquelle les Comores ont été le premier pays à venir ouvrir un consulat au Maroc. Le sud du Maroc, le Sahara marocain. Dans son discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a notamment souligné l'importance de valoriser les atouts des provinces du Sud dans l'esprit même de la Marche verte. Non seulement pour consacrer la marocanité du Sahara sur la scène internationale, mais aussi et surtout pour l'ériger en moteur de développement régional et continental, le Sahara marocain étant appelé à devenir un hub économique africain. Le Maroc est porteur de messages pour le développement, pour tout ce qui est développement au niveau de l'Afrique, mais au niveau des pays surtout subsahariens. Et le Maroc ne peut être qu'un hub pour l'Afrique, pour tout ce qui est développement socio-économique, et culturel et surtout scientifique et économique. Pragmatique et visionnaire, l'ambition royale se construit autour des potentialités réelles et de la coopération régionale et africaine, de sorte à consolider la place du Sahara marocain comme une zone de projection vers la profondeur africaine du Royaume du Maroc. Le projet de loi de finances 2021 dans sa globalité sera voté après-demain vendredi, après la tenue demain d'une séance plénière à partir de 14h30 pour la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique, ainsi qu'aux interventions des groupes et du groupement parlementaire au sujet du PLF 2021. Ces séances se tiendront dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19 adoptée par les organes de la Chambre des représentants. Covid-19, pour ces dernières 24 heures, 5461 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés pour 4892 guérisons.
Mais les indicateurs qui alarment sont ceux du nombre des décès en 24 heures, 4 au 21. Celui ensuite des cas actifs, 44 377, soit autant de patients Covid-19 qui risquent de peser plutôt sur un système de santé déjà mis à mal par pas moins de 970 cas sévères ou critiques, dont 78 patients placés sous intubation, sans oublier que 383 autres patients en très grande difficulté respiratoire et placés sont en ce moment même sous respiration artificielle. La situation épidémiologique est réellement alarmante. Le taux de reproduction du virus est élevé avec 1872 nouveaux cas en 24 heures seulement à Casablanca, ou encore Salé qui enregistre à elle seule 395 nouveaux cas depuis hier 18h. Ces chiffres correspondent à un total de tests PCR de près de 22 000, soit un taux de positivité en moyenne nationale de 25%, un taux qui fait froid au dos et qui interpelle tout un chacun. Alors, pour casser les chaînes de propagation du virus, il faut absolument que chaque citoyen observe strictement les mesures barrières que sont la distanciation physique, le port correct du masque qui doit couvrir la bouche et le nez et le lavage systématique des mains. Nous sommes tous responsables de l'évolution que connaît la situation épidémiologique. Et puis, depuis le début de la pandémie du Covid-19, le secteur industriel national s'est investi à travers la fabrication de masques de protection. Avant d'être écoulés sur le marché local, ces masques doivent d'ailleurs subir des tests dans les laboratoires du Centre technique de plasturgie et de caoutchouc de Casablanca, dans le but de garantir la qualité de production. Reportage Amin Hennaoui, Ahmed Hamri et Zakaria Mouqinbillah. Le Centre technique de plasturgie et de caoutchouc de Casablanca, un laboratoire de référence pour des tests techniques spécialisés. Aujourd'hui, un responsable d'un groupe industriel apporte un échantillon de masques récemment fabriqués. Tout un ensemble de mesures et de tests sont nécessaires pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité du produit avant sa mise en vente. Au début, nous produisions un modèle simple de masque avec une seule lanière. Grâce à l'expertise et aux études réalisées par ce centre, nous avons commencé à fabriquer des masques avec deux lanières et de nouvelles indications de fabrication. Aujourd'hui, le Maroc peut produire des masques de grande qualité pour prévenir la contamination, avec un taux de filtration très important, de plus de 95%. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la structure contribue à améliorer les normes de fabrication des masques. Pour ce faire, on fait appel à des technologies de pointe. Objectif, garantir la qualité et la sécurité de ces produits fortement demandés. À la suite des tests réalisés en laboratoire, nous rédigeons un rapport que nous adressons à l'Institut marocain de normalisation. Sur la base des résultats obtenus, l'Imanor délivre un certificat. J'invite les citoyens à ne choisir que les masques indiquant sur l'emballage la certification de l'Imanor. Créé en 2005 par le ministère de l'Industrie et la Fédération marocaine de plasturgie, le Centre technique de plasturgie et de caoutchouc ambitionne de renforcer le développement et l'intégration technologique des entreprises industrielles. À présent, ce chiffre, 857 millions de dirhams, c'est le montant des 17 conventions d'investissement signées aujourd'hui à Rabat et destinées à un soutien financier à plusieurs secteurs, dont celui de l'agroalimentaire, du textile et de l'électrique et de l'électronique. Appui financier qui entre dans le cadre de la relance industrielle au Maroc, cérémonie de signature présidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Reportage Wissal Imri et Nissel Hamdaoui. Les 17 conventions d'investissement signées s'inscrivent dans le cadre d'un projet dans le domaine de l'industrie basé sur la substitution aux importations. Parmi ces accords, 8 conventions concernent le secteur de l'agroalimentaire. Sur les 183 milliards de dirhams que le Maroc importe par an, le Royaume a identifié 34 milliards de dirhams substituables. Aujourd'hui, une première banque de projets a pris forme. Elle porte sur un total de 100 projets.
Nous avons eu 427 demandes, si mes souvenirs sont bons, et 143 projets qui ont été retenus, totalisant déjà en moins d'un mois plus de 10 milliards de dirhams. Alors, ce que nous avons signé aujourd'hui, ce sont des projets concrets qui ont démarré déjà, dont plus de 80% ont déjà acheté le terrain et certains ont déjà commencé les constructions. Donc en un temps très rapide, nous remarquons la résilience des opérateurs marocains. En pleine pandémie, les opérateurs marocains affichent leur désir d'investir et de s'investir davantage dans le développement économique de leur pays. Le Made in Morocco s'impose de plus en plus sur le marché. Tout ce que l'on importe de l'étranger, nous devrions essayer de le produire au Maroc, pour être exportateur et non pas uniquement consommateur. Cette orientation doit devenir une priorité chez tous les Marocains, afin de préserver nos devises et nos postes d'emploi. Si l'on jette un coup d'œil sur tout ce qu'a réalisé le Maroc ces dernières années, il est clair que nous n'avons plus besoin d'importer de l'étranger. Pourquoi nous n'apportons pas de la valeur ajoutée à notre production nationale? Il suffit d'aider nos agriculteurs pour arriver à promouvoir nos produits. Nous sommes un pays agricole. Nous n'avons pas besoin d'importer ce genre de produits de l'étranger. L'ensemble des projets mis sur les rails est susceptible de renforcer le tissu industriel marocain en faisant émerger des métiers au service du marché local et de l'export. L'intolérance au gluten, une maladie intestinale chronique. La substance se trouve dans le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Les symptômes sont nombreux et diversement associés comme à la perte de l'appétit, nausées ou encore des douleurs abdominales et bien d'autres symptômes. Alors quelles sont les personnes à risque? Comment prévenir l'intolérance au gluten? Quels sont les traitements? Réponse dans le reportage réalisé à Rabat et signé Nisrine Benrahnem, Yassine Mourafiq sur le commentaire de Mounia Marouche. Fatine souffre d'une intolérance au gluten, appelée également la maladie cœliaque. Depuis 3 ans, elle doit constamment surveiller le contenu de son assiette. Pas de pain, pas de pâtes et pas de biscuits à base de blé, uniquement des recettes spéciales. Mais de temps en temps, elle se rend dans ce magasin des produits alimentaires sans gluten pour rassasier ses petites envies de friandises. Tout ce que je dois manger, même un chewing-gum, doit être certifié sans gluten. C'est assez compliqué de trouver du choix et d'avoir une vie sociale parce qu'on ne peut pas manger dehors, les restaurants. Même s'il y a des plats sans gluten, le restaurant Kamel 100% sans gluten. Ce qui est compliqué. Et en plus, les produits ne sont pas abordables pour tous. Qu'on a une grande diversification de produits sans gluten, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Donc, et la bonne chose, c'est que pour les petits enfants, ils ne ressentent plus leur maladie cœliaque, vu que maintenant ils ont que ce soit bonbons, que ce soit sucettes, que ce soit chocolat, les petites friandises. Donc, ils sentent vraiment pas leur maladie. De plus en plus de personnes ne digèrent donc pas le gluten, une protéine que l'on trouve essentiellement dans le blé et autres céréales. Mais comment cette maladie se manifeste-t-elle chez les personnes prédisposées, ceux qui ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour dégrader correctement le gluten lors de la digestion? Certaines personnes ont une allergie au gluten. Quand ils mangent le pain, par exemple, ils souffrent de ballonnements, de fatigue et parfois de maux de ventre. Mais les symptômes de la maladie cœliaque peuvent aller des maux de tête à la carence en fer. Et ce sont les analyses médicales qui confirment la présence ou l'absence de la maladie. Aucun traitement curatif n'existe à ce jour. Pour les personnes intolérantes, la seule solution demeure un régime à vie, sans gluten.
Mobilisation des comités de veille et de suivi dans plusieurs régions du Royaume pour faire face aux effets de la vague de froid. Des cellules réactivées pour prêter main forte aux populations, notamment dans les zones enclavées. Alors des moyens humains et logistiques, notamment les chasse-neige et les pelleteuses pour le déneigement des routes. Le comité de veille et de suivi à Ouarzazate s'est mobilisé pour cette opération. C'est un reportage de Amin Sharqawi, Yassir Al-Amrani sur un commentaire de Oumaima Rabli. Il atterrit sur le tarmac de l'aéroport d'Ouarzazate. Cet hélicoptère sera mobilisé dans cette province toute la période hivernale. À l'approche de la saison des intempéries, sa présence est une nécessité pour venir en aide aux populations de la région. Chaque année, d'importants moyens sont déployés. Camions, chasse-neige et pelleteuses pour le déneigement des routes. Au total, 13 chasse-neige ont été mobilisés pour cette zone. Ils seront dispatchés sur les 4 zones qui connaissent le plus de chutes de neige. Igram au niveau de la route nationale numéro 9, Ouarzazate, Taznart et la commune territoriale Tundout. Chaque année, les intempéries enclavent et isolent les populations des zones montagneuses. Précipitations de neige et vagues de froid. Pour établir une stratégie d'intervention, le comité de veille et de suivi se réunit annuellement. Ces réunions sont également l'occasion pour mettre en place une stratégie d'intervention sur le plan médical. Cette année, des mini-campagnes sont au programme pour atténuer les effets de la vague de froid dans les petits douars d'accès difficiles. L'atténuation des effets de la vague de froid au sein de la province d'Ouarzazate. Vont également profiter des aides les établissements publics. Plus de 220 tonnes de bois de chauffage ont été distribuées à l'ensemble des écoles de la région ciblée, mais aussi des couvertures pour les internats. Dans la région de Darat Filelt, les chutes de neige impactent annuellement plus de 200 km de route. On prend la direction d'Azelal et là on va parler de sport. Les amateurs des sensations fortes et des sports extrêmes se sont retrouvés après des mois de confinement au lac de Bin Louiden pour la première étape du championnat national de jet ski. Les férus des sports nautiques ont pris un grand plaisir d'ailleurs à glisser sur les eaux du lac, un des sites les plus prisés de la région par les visiteurs nationaux et étrangers. Reportage Qaïma Belouchi sur le commentaire d'Iman Ablou. Le lac Bin Louiden, des eaux calmes et limpides. C'est l'endroit rêvé et privilégié des amoureux des sensations extrêmes et des sports nautiques. C'est en effet dans ce lac du Moyen Atlas que la première étape du championnat national du jet ski prend place. L'heure est de retrouvailles et au régal de chevaucher les motomarines. La compétition s'est très bien passée. Il n'y a pas eu d'accident. J'espère pouvoir occuper la première place du podium. C'est d'ailleurs la première fois que je participe dans cette catégorie. Je suis classé premier et je souhaite aller de l'avant dans cette discipline. Des talents prometteurs qui font des émules dans une ambiance de loisirs et d'émulation. Un bonheur à l'état pur, après des mois de confinement. Je me faisais du souci par rapport à la condition physique des participants en raison de la suspension de nos activités à cause de la pandémie. Mais je suis vraiment content de voir que les jeunes participants aient gardé un bon rythme. Ils s'en sortent plutôt bien. Difficile de résister à l'appel de l'eau et des vagues. Après à Zilal, cap sur Agadir à la fin de ce mois pour la deuxième étape du championnat national. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain 19h. Excellente soirée.